Bonjour et bienvenue dans De cœur et d'études, un balado sur la motivation et l'engagement universitaire réalisé en collaboration avec les professionnels du soutien à l'apprentissage de l'UDM. Je m'appelle Florence Lilia Coulina et je vous invite à me suivre dans cette quête pour mener une vie riche et épanouie dans ses études. Dans le cadre du premier épisode de Cœur et d'études, j'ai en studio avec moi aujourd'hui deux invités très spéciaux. D'abord, Jean-Philippe Plot, sociologue et animateur de l'émission Réfléchir à voix haute, diffusée sur les ondes d'Ici Première. Il publie en avril dernier le roman Rue du Plessis, ma petite noirceur. Né d'un père analphabète et d'une mère peu scolarisée, il grandit à Drummondville sur la rue du Plessis, ce qui explique le titre. Tu y racontes, Jean-Philippe, ton expérience en tant que transfuge de classe, c'est-à-dire en tant que personne qui émigre d'une classe socio-économique à une autre. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, Florence, content de te rencontrer. Mais oui, et aussi en studio avec nous, étudiante à la maîtrise en sciences politiques, originaire de France, membre de l'équipe de CAP Campus qui vise à promouvoir la persévérance scolaire et l'égalité des chances pour les jeunes au secondaire, ambassadrice à l'UDM et autrice sur le blog Les Rogers, blog des nouveaux étudiants. Méline Sera, merci également d'être en studio avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Je voudrais peut-être commencer par parler justement de l'entrée à l'université, mais surtout des différentes expériences que les étudiants peuvent avoir, parce qu'on le sait que c'est pas tout le monde qui arrive avec le même bagage, justement les mêmes expériences, le même accès aux ressources aussi. Jean-Philippe, dans ton livre, tu dis que l'égalité des chances est une joke. T'en as également discuté à ton entrevue lors de ton passage à Tout le monde en parle. Comment est-ce que cette inégalité pourrait se manifester chez les étudiants qui commencent l'université? Elle se manifeste vraiment de plusieurs façons. Elle se voit parfois. Elle peut s'entendre. Mais dans mon cas, tu sais, bon, tout ça est très complexe, là. Les inégalités, elles peuvent prendre la forme d'inégalités sociales, économiques, politiques, culturelles. Sur le plan de l'imaginaire aussi, on n'arrive pas tous avec le même bagage. Tu sais, je peux te donner un exemple très concret. Moi, ce qui m'a frappé dans mes cours de sociologie, il y a un prof en particulier qui ne voyait pas cette violence symbolique-là qu'il créait dans la classe. Quand venait le temps de remettre les travaux, ce qu'il faisait, c'est qu'il remettait les travaux en ordre décroissant. En fait, il commençait par remettre les travaux par la meilleure note. Et ça descendait comme ça jusqu'à temps qu'on soit rendu aux élèves qui avaient D. Puis, il ne remettait pas les copies de ceux qui avaient un échec. Puis, il demandait à ces élèves-là de venir le voir à la fin du cours. Ça se faisait devant tout le monde. Et souvent, il remettait une copie du meilleur travail à ces élèves-là qui avaient eu de très mauvaises notes. Ça, c'est vraiment de la violence symbolique. Ça révèle de façon très claire les inégalités aussi. Puis, tu sais, moi, j'avais assez, entre guillemets, confiance à ce moment-là pour me dire que si j'ai une note de B, de C, puis que je vois un peu mon classement comme ça devant tout le monde, ça me dérange pas, mais quand même, ça me dérangeait. Mais les élèves qui étaient moins forts que moi, qui avaient de moins bonnes notes que moi, je sais que ça les a découragés, ce processus-là, dont deux. C'est un peu leur histoire que je raconte à un moment donné dans le livre. Je sais que ces deux élèves-là ont tout simplement quitté la sociologie après cette session-là. Wow! Ouais. Et ça, ce prof-là, éventuellement, là, il est encore vivant. J'aimerais ça avoir la chance d'en discuter avec lui. Tu sais, dire, est-ce que tu étais conscient de cette violence-là, symbolique, que tu nous faisais subir à tous et à toutes comme ça? Puis moi, je suis content de l'avoir révélé, ça, parce que je suis certain que s'il y a des profs qui font ça encore aujourd'hui, c'est une forme de sensibilisation, pour le dire comme ça. Ouais. OK. Wow! C'est quand même assez choquant. Avant de me tourner vers toi, Méline, j'aimerais aussi savoir, Jean-Philippe, quels sont les défis principaux que tu as dû faire face en tant qu'étudiant de première génération? On le sait que c'est une réalité pour environ 50% des étudiants universitaires actuellement. Tu décris souvent ton parcours comme une immigration de l'intérieur, ce qui est un terme que j'adore. Comment ça se manifeste ça aussi, ou comment ça s'est manifesté plutôt dans ton parcours? Ben encore là, ça s'est manifesté de plusieurs manières. Tu sais, je raconte quelques exemples dans Rue du Plessis. Ça peut être ma façon de parler qui a été rapidement identifiée comme étant différente comparativement à la façon de parler de plusieurs de mes camarades.
sais, mon père est analphabète, il parle au son, il invente des mots. Je donne un exemple dans Rue du Plessis que j'aime beaucoup illustrer aussi dans des entrevues. L'expression « avenir jusqu'à date », lui, il a fusionné ça, puis c'est devenu un mot qui ressemble à un mot inou. C'est le mot « Anishkadat ». Moi, j'utilisais ça jusqu'à l'université, jusqu'à temps que dans le regard de l'autre, je finisse par réaliser que, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est pas vraiment un mot, il y a quelque chose qui sonne bizarrement dans ma bouche. Mais il a fallu que je me rende là pour réaliser que, OK, ce mot-là est un révélateur des inégalités. Ça s'est manifesté aussi dans la nourriture. La nourriture, mes lunchs, par exemple, pour parler très concrètement, souvent, il n'y avait pas de protéines dans mes lunchs. Il a fallu que des élèves au bac me disent « Mais comment tu vas faire pour jouer au hockey tantôt? Tu vas tomber, tu sais. » C'est à cet âge-là que j'ai compris le concept de protéines, tu sais. Pour moi, ça, c'est des exemples concrets qui révèlent bien les inégalités. On est loin de l'école, mais en même temps, on a les deux pieds dedans, tu sais. Ce sont des inégalités qui se rendent jusqu'à l'université. Oui, oui. Puis pour revenir justement, parce que même si, par exemple, c'est pas tout le monde qui arrive avec... on parlait d'égalité des chances, c'est pas tout le monde qui arrive avec le même bagage. Ça reste quand même une période de transition et d'adaptation pour tout le monde. Et justement, Méline, en tant qu'autrice pour le blog L'Hérogique et le blog des nouveaux étudiants, tu t'impliques pour soutenir l'adaptation des étudiants de première année. As-tu remarqué ce qui caractérise principalement cette période de transition? Donc oui, en termes des difficultés que certains peuvent vivre, mais juste de manière plus générale aussi en termes d'expérience. En termes d'expérience, moi, je peux parler en tant qu'étudiante internationale. Oui, aussi. C'est vrai que c'est une période qui est assez anxiogène, vraiment. C'est un moment où, par exemple, moi, je suis arrivée ici à 18 ans. Je venais tout juste d'avoir 18 ans, d'ailleurs. Et c'était la première fois que je prenais l'avion pour aller dans un autre pays. Okay. J'avais pris un avion qui durait 1 heure et encore, c'était très peu, mais c'était la première fois que je prenais vraiment l'avion toute seule et que je partais sur un autre continent. Quelque chose quand même. C'est quelque chose. Avec mes 2 petites valises. Puis je suis arrivée à Montréal comme ça. Puis c'est vrai que c'est quelque chose d'arriver comme ça dans un autre pays. Bon, j'ai eu la chance quand même d'arriver quelque part où on parlait la même langue que moi. Donc c'est déjà une barrière en moins. Mais tout ce qu'il y a autour, donc ça reste tout à construire en fait. Donc je suis arrivée dans un endroit où j'avais pas d'appartement au départ. Donc, j'ai eu 3 semaines dans une colocation pour me donner le temps de trouver un autre logement au départ. Donc ça, la question du logement, c'est vraiment une grosse question pour les étudiants étrangers qui arrivent, ou peu importe, à partir du moment où on n'habite pas à Montréal ou qu'on va dans une université qui est en dehors, en fait, du cercle parental, j'ai envie de dire. Donc, c'est beaucoup de facteurs anxiogènes, beaucoup de remaniement de vie, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que tout ça, ça m'a vraiment donné envie de partager mon expérience et de dire que c'est possible de le faire, qu'il y a beaucoup de ressources à l'université qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont là pour en parler, pour accompagner. Par exemple, l'équipe des ambassadeurs, on est présent. On répond à toutes les questions, toutes les interrogations sur le groupe Facebook UDM+1, par exemple, qui est vraiment genre... Je connais très bien aussi. Voilà, ça m'a aidé, moi aussi. Un outil de contact entre les étudiants qui sont déjà sur le campus et puis des nouveaux étudiants qui viennent d'être acceptés, qui ont des questions sur leur choix de cours, qui ont des questions sur leur logement, qui ont des questions sur comment s'intégrer au sein de l'université. C'était redonné au final, ce que potentiellement, moi, je n'ai pas eu quand je suis arrivée. Voilà. En fait, on va revenir à la question des ressources, justement, puis de qu'est-ce qui pourrait aider. Mais je voulais faire une relance parce que, justement, Jean-Philippe, tu disais que tu as vécu une immigration de l'intérieur. Toi, Méline, tu as littéralement immigré. Oui. Donc, c'est ça, je voulais parler peut-être des défis additionnels que les étudiants internationaux peuvent vivre. Parce que, justement, il y a un facteur aussi de vivre cette période d'adaptation qu'est la première année à l'université, mais il y a aussi le fait de s'adapter à une culture qui n'est pas la nôtre. Oui, alors oui, c'est vrai que... Il y a une culture, c'est vrai qu'au Canada, la France et le Canada, c'est pas pareil. Moi, je n'ai pas forcément vécu de gros chocs culturels, pour être entièrement honnête. J'ai pas été déracinée, si je puis dire. Je me suis assez vite sentie chez moi, au Canada et à Montréal. Je pense que quand on arrive, c'est assez facile de potentiellement rester dans sa bulle de français.
Donc ici, il y a des gens c'est vrai que s'il y a des gens qui peuvent avoir une difficulté à aller directement vers l'étranger étranger, donc par exemple un Québécois qui habite au Québec, ça peut être une première barrière, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont françaises, par exemple ici, donc pour moi, ça a été vraiment facile de m'intégrer au début, puis après d'ouvrir en fait mon réseau, une fois que je me sentais vraiment à l'aise, si je peux dire. Mais après, c'est vrai que ce qui a été la plus grosse aide pour moi, c'est mon association étudiante, parce que c'était des gens qui venaient de partout, mais qui étaient aussi beaucoup de Canadiens et que j'ai vraiment pu rencontrer sans avoir à aller dehors, entre guillemets. Donc, je me sentais légitime d'être là parmi eux. C'était plus ça, la question. Wow. Tu vois, c'est drôle, hein? Ce sentiment-là de légitimité, moi, c'est précisément ce que je ne sentais pas. J'avais vraiment l'impression d'être un ovni sur deux pattes. Je maîtrisais pas les codes. L'université, j'avais pas de parents qui m'avaient montré un peu à quoi ça ressemblait. Donc, quand tu parles d'immigration de l'intérieur, c'est ça, j'ai vraiment... C'est comme si je m'étais approprié une autre culture, une autre façon de penser. Ça va jusqu'à... à l'université, on déploie pas son corps dans l'espace de la même façon qu'à la shop où mon père travaillait. Ça a l'air bête, mais ça l'est pas. C'est comme... J'ai vraiment eu l'impression de vivre une espèce de reset sur le plan identitaire. Là, ça va de la façon de parler, de la façon de manger, jusqu'à la façon de réfléchir, de faire des travaux, tout ça. Fait que cette légitimité-là, maintenant, aujourd'hui, je suis à l'Université de Montréal, dans un campus. Je me sens légitime d'être là, mais il y a toujours quand même pas loin le syndrome d'imposteur qui flash, qui me dit « Tu devais pas être là. C'était pas ça ton verdict social initial. » Ouais. Ben ça, je voulais en parler, en fait, du syndrome de l'imposteur, parce que je voulais savoir, justement, autant Jean-Philippe que toi, Méline, ben là, en fait, j'ai un peu un élément de réponse avec toi, Jean-Philippe, mais comment ça s'est manifesté? Puis est-ce que tu as réussi à le surmonter ou est-ce que tu le sens encore, ça, ce sentiment de syndrome de l'imposteur? Je te dirais que c'est une lutte constante. À tous les jours, ça m'habite, que ce soit au travail, à la radio ou que ce soit en train d'écrire. En fait, ce qui s'est passé, le changement, c'est que pendant longtemps, ça me paralysait. C'était vraiment un obstacle dans le chemin. Ça nourrissait ma honte. Maintenant, je vois ça un peu comme la vulnérabilité. J'ai réussi à transformer cette vulnérabilité-là, ou le syndrome de l'imposteur, dans ce cas-ci, en force. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de métabolisation avec le temps. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Tu faisais référence à Tout le monde en parle tantôt. Quand je suis arrivé là, je me demandais vraiment, mais à fond la caisse, qu'est-ce que je faisais là? J'avais littéralement l'impression de voler la place de quelqu'un d'autre. Il a fallu qu'on me ramène dans le réel et me dise « Non, tu as ta place ici. » Mais ça fait en sorte que je prends pas les choses pour acquises, tu sais. Fait que ça aussi, je vois ça comme une forme d'avantage, une force, tu sais. Mais à l'époque, à l'université, ce syndrome d'imposteur-là, il était vraiment pas métabolisé, canalisé. Il ressortait en colère, tu sais. Est-ce que ça peut être handicapant? Bien, je constatais qu'il y avait des inégalités. Je les ressentais dans mon corps. Tu sais, tantôt, je te parlais de la nourriture, ça a l'air de rien, mais la nourriture, la façon de parler, tu sais, la honte, ça se passe beaucoup dans le regard de l'autre. Fait que c'est ça que je ressentais. Puis plutôt que de m'installer là-dedans puis d'essayer de comprendre ça, ça nourrissait vraiment une forme de colère, tu sais, de confrontation aussi avec les gens qui étaient dans ma cohorte puis qui étaient, bon, certains d'entre eux, certaines d'entre elles, très privilégiés. Fait que je n'étais pas rendu j'étais pas rendu à une étape où j'acceptais cette espèce de diversité des classes. Ça me rentrait dedans, puis ça nourrissait ma colère. Envers ceux et celles qui n'avaient pas vécu les mêmes choses que toi? Oui, exact. Sauf que maintenant, j'en veux plus aux individus en tant que tels. Okay. J'en veux au système qui produit les inégalités puis qui permet de les reproduire aussi. Puis toi, Méline, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti? Est-ce que ça s'est manifesté? Bien, tu parlais de légitimité, mais peut-être dans d'autres sphères de ta vie, est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as ressenti, ça, le syndrome de l'imposteur? Ben là, gros sujet, ben oui, je pense que oui. Au niveau des cours, déjà, quand on arrive en étant de l'étranger, souvent, on est très jeune comparé aux étudiants québécois qui ont eu le cégep avant. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que moi, je me suis sentie vraiment très jeune. Pour être honnête, quand je suis arrivée, je me suis vraiment sentie assez jeune. Donc, ça a été une barrière, parce que c'est vrai que la manière dont les gens me percevaient aussi quand
quand j'arrivais en cours, j'avais peut-être cette barrière de est-ce que je suis légitime d'être là, dans ce cours-là, à parler de ça, alors que je ne suis pas de ce pays et qu'on parle de politique canadienne et québécoise et que moi, j'ai 18 ans et que je viens d'arriver et que je ne sais pas trop. Donc, c'est vrai que ça fait tout de suite plus de savoir à emmagasiner d'un coup. Donc, c'est un challenge. Je vais utiliser le mot anglais en plus. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué au départ pendant mes cours. Donc je pense que le fait de devoir travailler un petit peu plus que les autres pour s'adapter aussi, donc ça a été un gros point dans mon domaine d'études, parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on voit dans d'autres domaines, mais il y a d'autres adaptations à faire forcément. Donc ça, c'est un des premiers points. Et puis oui, l'imposteur, je pense qu'on l'a toujours derrière notre tête, que ce soit... après, on peut voir ça de manière un peu plus intersectionnelle. Être une femme en politique et être une femme en cours en sciences politiques, c'est vouloir prendre la parole aussi, vouloir s'imposer, vouloir essayer de casser un petit peu le plafond de verre qui est au-dessus de nous. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément... Je vais utiliser le mot libérée parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu en étant en 2e année de sciences politiques. C'est la découverte de ce que c'est que le féminisme. Okay. Ça m'a donné un pouvoir incroyable. Mais je peux même pas décrire, je pense, ce que ça m'a apporté. Ça a changé ma vie, pour être honnête. Puis ça l'a aidé, ça? Et ça m'a aidé à complètement pas faire disparaître, parce qu'il sera un petit peu toujours là, mais mon syndrome de l'imposteur est quand même très, très minime. Je dois le dire, à l'heure d'aujourd'hui, j'ose prendre ma place. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis là où je suis parce que j'ai travaillé pour, même si je sais que derrière, j'ai des parents qui m'ont poussée à aller à l'université. Même si je suis la première à aller à l'université de ma famille, je sais qu'ils sont toujours derrière moi. Même si je suis la première à parler anglais, mais je sais qu'ils sont toujours derrière moi. Donc bien sûr, il y a plein de... De toute façon, une personne, c'est pas du self-made. Là. On va pas se mentir, il y a énormément de choses qui créent une personne. Donc il y a beaucoup de choses qui s'appliquent sur ma personne, qui m'ont menée à là où je suis aujourd'hui. Et je pense que j'en ai conscience, et j'ai aussi conscience des discriminations qui s'appliquent sur moi. Et je pense que j'essaye de mener ma route en ayant conscience de ce qui me pousse et ce qui me retient. Et donc, je prends pas parti, genre je me donne pas la responsabilité de... Je prends pas la responsabilité de ça. Enfin, et le point de bascule, donc, qui t'a permis d'avoir davantage confiance en toi, c'est vraiment le féminisme qui est arrivé dans ta vie. C'est très beau, vraiment. Ça. Oui, c'est très beau. Je pense vraiment que c'est un point fondamental qui a complètement changé ma perspective du monde, ma perspective de moi et de la perspective de moi dans le monde. Donc, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Ça touche au système aussi, comme tu disais, Jean-Philippe. Je veux dire, j'ai souvent un terme anglais qui me vient en tête, mais empowerment. C'était comme une émancipation peut-être. Donc, ça a été un facteur qui t'a aidé. Déclencheur, entièrement. Déclencheur. Ouais. En fait, justement, je voudrais peut-être partir sur une note plus positive. Là, on a parlé des difficultés, mais j'aimerais aborder aussi comment les surmonter, ces difficultés-là, et les facteurs qui aident. Jean-Philippe, tu utilises un mot que j'aime beaucoup, allié de mobilité sociale, pour décrire justement les personnes qui t'ont aidé. Puis tu fais référence aussi à 2 personnes qui ont particulièrement marqué justement ton parcours, ta blonde au secondaire et un professeur au cégep. Comment est-ce que ces personnes-là, justement, t'ont aidé à cheminer en tant qu'individu et à devenir la personne que tu es aujourd'hui? Ils ont été au cœur de ma transformation, vraiment. Donc, ma blonde de l'époque et ce prof-là, s'ils n'avaient pas été sur mon chemin, je le pense sincèrement, je serais aujourd'hui ferblantier soudeur dans une shop à Drummondville. Ouais. On me pose souvent la question, est-ce que tu penses que tu serais heureux? Je pense que je serais heureux, mais d'un bonheur différent. Vraiment. Puis c'est important pour moi de nommer ça parce que je ne juge pas, je hiérarchise pas les emplois et tout ça. Mais ces 2 personnes-là sont arrivées dans ma vie à un âge très important, donc fin de secondaire, début du cégep. Ma blonde de l'époque moi, je commençais au cégep, j'étais en sciences pures parce qu'à l'époque, on disait que ça ouvrait toutes les portes. Je ne savais pas ce qu'étaient les sciences pures. Rapidement, j'ai constaté que j'haïssais ça. Puis ma blonde était en sciences humaines, en sociologie, en fait. Puis un jour, elle m'a dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui ressemble à une forme de sensibilité, puis une curiosité de l'autre. Viens donc assister à un cours de sociologie. Ce que j'ai fait. Puis j'ai vraiment vécu une épiphanie. Là. En fait, dans ce cours-là, rapidement, j'ai pu mettre des mots sur
mes origines sociales, familiales. J'ai compris que je venais d'un milieu pauvre alors que je le savais pas avant. Fait que cette personne-là m'a permis de découvrir un monde, les sciences humaines, puis le prof de littérature m'a ouvert à la fiction. Chez moi, il n'y avait pas de livres, il y avait les circulaires, les catalogues de Canadian Tire, des choses comme ça, mais il y avait puis quelques livres de psychopop, puis je ne juge pas ces livres-là, je fais un constat. Fait que donc, des romans pour se rêver, puis rêver le monde autrement, ça n'existait pas chez moi. Fait que ce prof-là m'a ouvert à la littérature. Puis après ça, je ne pouvais plus ne pas savoir que ça existait. Puis le processus de transformation s'est mis en marche. Là, et ces gens-là, j'ai eu l'occasion de reprendre contact avec le prof du cégep de Drummondville. Puis je trouve que c'est important de souligner l'impact que peuvent avoir les professeurs comme ça dans nos parcours de vie. C'est pas rien, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, aujourd'hui, je trouve ça très difficile d'imaginer ce que pourrait être ma vie sans la présence de ces deux personnes-là. Mais comme je disais tantôt, j'ai vraiment l'impression que sans ça, sans leur rencontre et sans le cégep, je serais ferblantier soudeur. Et je pense pas que j'en serais arrivé, évidemment, au processus de compréhension de mon parcours et tout ça. Des fois, j'aimerais pouvoir comme mettre pause sur le temps puis avoir l'opportunité de tester cette vie-là dans le monde de la soudure, voir si j'ai raison, puis je serais vraiment heureux. Je le saurai jamais, mais il n'en demeure pas moins que ces deux personnes ont été fondamentales dans mon parcours. On voit, en fait, quand on parle, on voit l'immigration de l'intérieur. On voit comme une porte, finalement, qui a été ouverte vers un monde complètement différent. Oui, un monde complètement différent, avec une culture complètement différente, avec une façon de penser complètement différente. C'est pour ça que l'immigration de l'intérieur, je trouve que c'est une expression, un concept qui, évidemment, je n'ai pas changé de pays pour vrai, mais en même temps, j'ai changé de pays à l'intérieur de moi. Donc, je trouve que le parallèle est intéressant à faire. Puis pour, en fait, continuer justement dans cette même optique-là, tu parlais des ressources tantôt, Méline, donc je vais y revenir parce que ça, en tant que facteur d'aide aussi pour les étudiants, les ressources qui sont disponibles à l'université, ça peut faire toute une différence. Donc, toi, justement, t'écris pour le blog Les Rejets, où vous traitez notamment de ces ressources-là. Donc, d'après ton expérience personnelle et celle aussi avec les rejets, est-ce que tu peux parler des ressources ou des conseils peut-être aux futurs étudiants susceptibles de vivre des difficultés d'adaptation, voire, dans ton cas, ça n'a pas été le cas, mais un choc culturel? Alors, pour parler un petit peu des ressources, je vais peut-être me focaliser un petit peu sur l'Université de Montréal, parce que c'est ce que je connais. C'est vraiment ce que je connais. C'est vrai qu'à l'université, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour essayer d'intégrer les jeunes quand ils arrivent, donc les futurs étudiants, les nouveaux étudiants. Les nouveaux étudiants. Et cet accompagnement, il commence après le processus d'envoyer son dossier et d'être accepté, donc juste après l'acceptation. Ça commence avec l'immigration, déjà. Pour l'immigration, c'est des questions qui peuvent vraiment être lourdes pour les étudiants internationaux. C'est vraiment un chemin à traverser, l'immigration, on doit le dire. Et puis, c'est plein de petits points, des fois qu'on oublie, des fois qu'on ne voit pas. Et puis, ça peut être très stressant. Et puis, les dépôts, les temps de limite. Complications aussi, les imprévus. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que pour ça, à l'Université de Montréal, on a quand même des ressources et des personnes ressources qu'on peut contacter, en fait, pour nous aider à traverser cette jungle de l'immigration. Ouais. Donc, c'est des personnes qu'on peut contacter à n'importe quel moment. C'est le BUI, le Bureau des étudiants internationaux. Et maintenant, je crois que ça a changé de nom. C'est UDM International. UDM International. Ouais. Donc, moi, quand je suis entrée à l'UDM, c'était ça. Maintenant, c'est le Bureau des étudiants internationaux. UDM International. Voilà, je vais y arriver. Mais après ça, il y a aussi les TGDE. Donc, les technils en gestion de dossiers étudiants. Et les TGDE, c'est vos personnes ressources. Une fois que vous êtes accepté, vous pouvez les contacter à n'importe quel moment et ils ou elles vont vraiment vous aider à construire votre parcours universitaire parce que c'est vos guides. Donc, tout ce qui est question de gestion de cours, de questions par rapport aux notes ou autres, il faut vraiment les contacter. Il ne faut pas hésiter s'il y a des questions. Et puis, bien sûr, il y a toutes les associations étudiantes qui sont là, les ambassadeurs qui sont là, qui vous accompagnent
votre inscription jusqu'à l'intégration et même après, parce qu'on fait aussi on a aussi un accompagnement après le début de l'université. Donc, si vous émettez le besoin, vous pouvez avoir un ambassadeur qui vous suit, entre guillemets, pendant tout votre premier semestre. Voilà. Et puis, les semaines d'intégration aussi sont très importantes pour découvrir le campus. Ouais. Pendant ces semaines d'intégration, il y a des visites du campus qui sont proposées parce que c'est vrai que l'université, c'est un grand campus. L'Université de Montréal, quand on arrive, on est un peu... on est face à cette grande tour quand on débarque du métro. Et on est là en mode « Waouh, c'est ça mon université, hein, c'est ça ma nouvelle ville. » Et non, ça peut être impressionnant. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui fait partie de ce milieu-là, qui a l'habitude de marcher dans ces rues, et puis les intégrations, c'est aussi là pour rencontrer d'autres personnes, parce que c'est important, le volet social est extrêmement important à l'université. C'est une micro-société. Tout fonctionne à l'intérieur. On peut rester à l'intérieur de l'université et ne jamais en sortir finalement. Hein. Si on habite à Côte-des-Neiges, qu'on va à l'université, qu'on fait nos courses là, qu'on a nos amis qui habitent de ce côté-là. Ça devient le monde. Ça devient, à Côte-des-Neiges, devient le monde. L'université et le monde. Donc et puis au final, à travers les associations étudiantes, c'est aussi c'est un vrai moyen d'intégration et d'évolution au final dans cette micro-société, parce qu'on devient responsable, on devient intégrateur aussi nous-mêmes les années d'après. Donc, je ne sais pas si j'aurais vraiment répondu à ta question. Absolument. Là, je voudrais peut-être juste revenir vers toi, Jean-Philippe, puis parler justement de ton expérience personnelle. En fait, c'est ma dernière question. Est-ce que toi, personnellement, tu as senti que l'université en a fait assez justement pour réduire l'inégalité des chances? Et sinon, est-ce que tu aurais des idées? On a quand même accès à plusieurs ressources, mais est-ce qu'il y aurait d'autres idées à incorporer pour en faire plus? Écoute, je te dirais que j'ai l'impression que l'université n'en a pas assez fait pour m'aider dans mon parcours de transfuge de classe. Ouais. Mais je les comprends tout à fait de ne pas en avoir fait assez, parce que souvent, ce type de parcours-là, ça vient avec une forme de honte, et le résultat, c'est que nous, on n'en parle pas. Fait que, tu sais, moi, ce qui m'intéresse comme sociologue, puis ce qui m'intéresse aussi comme personne qui peut, en ce moment, qui a la chance de donner des conférences, par exemple, dans des cégeps puis des universités, c'est de planter cette question-là, justement. Comment faire pour que ces élèves-là qui ont envie d'entreprendre, disons, des parcours de transfuge de classe soient repérables sans faire de profilage social? Évidemment, tu ne vas pas dire cette personne-là a l'air d'un pauvre, celle-là a l'air d'une riche, on va la laisser tranquille, on va aider l'autre. Bon. Mais c'est quand même des grandes questions. Comment les repérer si ces gens-là n'en parlent pas eux-mêmes? Fait que, tu sais, l'université, moi, j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, 97 à 2002, pour ce qui est de mon bac et de ma maîtrise, je passais sous le radar. Cette honte-là m'habitait, puis je parlais pas de cette expérience-là que je vivais. Maintenant, ça fait 20 ans que je suis parti de l'université. Je ne sais pas comment ça fonctionne à l'Université Laval puis à l'UQAM. Moi, je suis allé, mais je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions dans des cégeps, dans des universités. Est-ce qu'on doit donner, par exemple, des bourses aux étudiants de première génération? Est-ce qu'on doit... On parle beaucoup de diversité, puis je pense que c'est tout à fait correct de faire ça. J'ai l'impression, c'est mon hypothèse, que la diversité socio-économique passe un peu sous le radar. Donc, cette sensibilisation-là, je pense qu'elle mérite d'être faite. Je sais que dans certaines institutions, on accueille plus longuement les étudiants de première génération, des fois une journée à l'avance. Il y a des choses qui sont faites, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Puis je pense qu'un livre comme Rue Duplessis, mais plein de livres de transfuges de classe servent justement à briser un peu le silence, puis à libérer une parole. Puis j'ai espoir qu'éventuellement, on va être capable davantage de se reconnaître, les universités puis les gens qui sont issus de la diversité socio-économique. Moi, comme sociologue, j'aurais juste envie de rappeler que les classes sociales, économiques, elles existent encore. Oui. Ouais. Je pense qu'on ne le voit pas. On parle beaucoup de classe moyenne. On rentre les gens dans la classe moyenne ou on aspire à en faire partie. Mais il suffit de se promener dans la vie, faire un parcours de métro d'un bout à l'autre d'une ligne pour se rendre compte qu'elles existent, les classes. Puis à l'université aussi. Ça, juste d'avoir cette sensibilité-là, déjà, c'est un outil de plus dans le coffre pour avancer. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et merci beaucoup, Mélène, aussi, d'avoir été avec nous. C'était le premier épisode de Cœur et d'études.
Dans le prochain épisode, nous allons parler de la motivation chez les étudiants à l'université et des facteurs qui peuvent la favoriser ou au contraire lui nuire. C'est un rendez-vous.